Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur les différentes télévisions partenaires qui vous relaient ce magazine que vous aimez bien, Invité de la 3, qui reçoit pour vous aujourd'hui un hôte de marque. Il s'agit du professeur Grégoire Bakandé Jawampungu, qui se trouve être docteur d'État en droit économique et professeur des universités d'Afrique. Il enseigne au moins dans 3 universités en Afrique et en Europe, 3 universités également. Il est avocat international d'affaires et arbitre international à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Il est membre du conseil d'administration de l'Association internationale des droits économiques, mandataire en mines et carrières, ministre honoraire de l'économie et de l'industrie et commerce, PCA honoraire de la Banque centrale du Congo, député honoraire, bien entendu, auteur de plusieurs ouvrages, dont le tout dernier qui fait l'objet de notre émission ce jour a pour titre « Droit minier et des hydrocarbures en Afrique centrale à l'aune des dernières réformes, relance d'un secteur stratégique et développement durable en République démocratique du Congo ». Professeur Grégoire Bakandé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites en acceptant de venir dans cette émission à l'occasion de l'apparition de votre ouvrage dont j'ai fait état tout à l'heure, qui est un ouvrage préfacé par Jacqueline Morand de Villers, postfacé par Jean-Félix Mupende Kapoa, qui est un ouvrage de 342 pages réparti en 2 grandes parties. Alors, pour commencer, lorsque vous entamez cette recherche ô combien importante et de récente actualité, quel est le problème de recherche en fait qui vous anime et à quelles questions entendez-vous répondre? Alors, le problème est situé au contexte. Nous sommes dans le contexte de la mondialisation économique. C'est un contexte de compétition, de concurrence. Et les gens se livrent une guerre, vraiment une guerre économique. C'est comme maintenant nous avons cette guerre d'appropriation des ressources qui conduit les États à vouloir s'accaparer de ces ressources sans respecter un certain nombre de normes et parfois même de se faire la guerre. Et dans ces conditions-là, dans ce contexte d'incertitude juridique, il faut se prémunir par la connaissance. Et la connaissance à travers les textes, le cadre. Donc le droit doit servir non seulement de cadre, mais d'outil stratégique pour protéger le patrimoine. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons pensé que nous avons commis quelques erreurs, et c'est tout à fait normal, et qu'il était temps qu'on puisse de temps en temps éclairer les décideurs publics et privés sur les enjeux qu'il y a, et de manière à prendre des solutions appropriées suivant le contexte. Et c'est ça qui a conduit à ce que je rédige la 2e édition de cet ouvrage de droit minier et des hydrocarbures, parce que le droit minier, en fait, et des hydrocarbures, c'est marqué par quoi? C'est par des règles et des principes. Mais ces règles et principes sont épars. Ces règles proviennent des textes légués par la colonisation, qu'on a essayé de réadapter à la suite de la décolonisation. Et aujourd'hui, ces textes sont confrontés à la nouvelle donne de la mondialisation. C'est ça. Et donc, il faut les adapter suivant ce contexte pour assurer la protection de l'État et de ses populations dans cette compétition où on retrouve des groupes qui détiennent des fonds importants. Ce sont les groupes multinationaux et qui viennent pour s'approprier des ressources, mais qui doivent traiter dans des conditions d'égalité dans le cadre d'un partenariat. Et ça, on ne le retrouve pas. C'est ça qui a justifié qu'on puisse éclairer un peu sur ces enjeux-là. Exactement. Alors, professeur, lorsque vous amorcez une telle recherche scientifique pour encadrer justement la question liée à l'exploitation des minéraux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille que cette théorie soit coulée sous forme de loi qui soit opposable aux parties prenantes à la problématique de l'exploitation des minéraux, par exemple, plutôt que de s'arrêter à la théorie scientifique? Mais le problème... Est-ce que nos lois s'y adaptent? Non, nos lois ne s'y adaptent pas parce qu'elles sont mal écrites.
Elles sont mal écrites. Nos lois sur la gestion des mines. Elles sont mal écrites dans la plupart des cas parce qu'on ne fait pas appel à l'intelligence juridique et économique pour pouvoir avoir des textes qui donnent un cadre cohérent et qui servent d'outils pour privilégier les intérêts de la nation. Alors en ce moment-là, lorsque on vote ces textes, vous savez, la manière dont les textes sont votés, surtout dans ce domaine-là, il y a des influenceurs. Les influenceurs, ce sont les groupes multinationaux qui influencent les parlementaires au moment de vote. Et le texte qui vous sort, qu'on sort après l'examen, est un texte qui est complètement désarticulé, et ça ne permet pas de protéger les intérêts de la nation, les intérêts nationaux. Donc alors, il y a des souffleurs étrangers qui rôdent toujours derrière les parlementaires. Derrière les parlementaires, et ces parlementaires, au lieu de recourir à des gens qui connaissent, ils ne recourent pas à des gens qui connaissent, et puis on prend un texte et on va vous l'opposer. Si c'est publié au journal officiel, on va vous opposer ce texte-là. Et le problème, ce n'est pas d'avoir des textes. Est-ce que les textes-là vont même être appliqués? On peut poser le principe de partage des ressources, par exemple, provenant des rentes des sociétés multinationales, mais c'est la mise en œuvre. On va voir, par exemple, qu'il y a des textes qui ont été prévus en matière de change, en matière de fiscalité, et ces textes-là sont appliqués correctement. Non, ça, c'est le grand problème avec nos administrations, avec tout ce qu'il y a comme pratique de concussion, de corruption, de contournement et de détournement. Et c'est ça qui a fait l'objet de la réflexion que nous avons menée. Tout à fait. Alors, professeur, un peu plus tard, un peu plus loin, en 2009, vous produisez la première édition de cet ouvrage avec le même titre, Droit du commerce international en Afrique, à la quête d'une mondialisation économique équilibrée et porteuse d'espoir. Et vous continuez cette réflexion dans la récente édition qui fait l'objet de notre émission. Mais ce qui me préoccupe, qui m'intéresse, qui doit intéresser absolument aussi les téléspectateurs, c'est cette merveilleuse catégorisation que vous faites de ce que vous appelez les mines solides et les mines liquides. Est-ce que vous pouvez réduire les limites de notre sous-information sur cette double notion? Oui, quand on définit la mine, la définition de la mine, ce sont des substances qui peuvent être exploitées, qui se retrouvent dans le sol et le sous-sol. Or, vous avez les mines qui sont solides. Les mines solides, c'est comme le diamant, le café, le cuivre, le cobalt et tout ce que vous connaissez. Les mines liquides, c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures, représentés par le pétrole et le gaz. Donc, au début, on avait lié ces deux domaines, ces deux secteurs ensemble. Ce qui fait que presque toutes les législations englobaient à la fois les hydrocarbures dans ce qu'on appelait les mines. On pouvait avoir des lois, la loi comme la loi de 67 par exemple, c'est la loi portant les mines et les hydrocarbures. C'est ça. Comme on a eu encore en 2002, c'est la loi qui porte sur les mines, mais on n'a pas touché les hydrocarbures, parce qu'en fait, les hydrocarbures étaient régis par un texte qui datait de 1959, mais qu'il n'y avait que 7 articles dans la loi de 67. On a maintenant fait la part pour les mines et la part pour les hydrocarbures. On a séparé les deux secteurs, mais les principes sont pratiquement les mêmes. Les principes de gestion sont pratiquement les mêmes. Alors, professeur, une autre question qui taraude mon esprit, c'est que lorsque vous amorcez cette démarche, ce que vous constatez effectivement, comme vous l'avez dit, qu'il y avait une lacune à combler, mais qu'est-ce que vous préconisez par rapport au rôle prédominant qui était celui de l'État dans le contexte historique en la matière? Bon, le rôle de l'État dans le contexte historique, c'est vrai, dans le contexte historique, le rôle de l'État, c'était d'accorder des concessions et des permis de recherche et des permis d'exploitation. Ça, c'était le rôle. Pourquoi? Parce que l'État, depuis toujours, a cherché à s'assurer la maîtrise des ressources du sol et du sous-sol. Mais comme l'État n'avait pas des moyens suffisants, l'État a recouru à des partenaires privés. C'est ainsi qu'à l'État indépendant du Congo, comme à l'époque de la colonie belge, il y a eu des contrats qui ont été signés entre l'État indépendant du Congo et certaines sociétés multinationales. Vous avez par exemple le comité spécial du Katanga,
le Comité national du Kivu et la Compagnie du Congo supérieur et des Grands Lacs africains. Ces multinationales-là avaient traité avec le pouvoir colonial pour construire toutes ces provinces-là d'aujourd'hui étaient construites par les sociétés multinationales. Tout à fait. Alors, lorsqu'on accède à l'indépendance, on a eu l'indépendance politique, on voulait avoir l'indépendance économique. Mais pour gérer cette indépendance économique, au lieu de continuer avec ces sociétés pour avoir d'autres règles de gestion avec elles, on a préféré les nationaliser. Quand on a nationalisé, on a créé un problème. On a créé ce qu'on appelle le contentieux. Parmi les dossiers, il y a le contentieux belgo-congolais, parce qu'on n'avait pas pu prendre des précautions de indemniser les propriétaires de ces sociétés-là qui avaient été créées. Parce que la plupart des sociétés qui opéraient au Congo étaient des filiales des multinationales. Alors, quand vous nationalisez, vous avez affaire à tous ces monstres-là. Et la plupart des situations de conflit ou de guerre que nous avons connues, c'est à partir du moment où on s'est aliéné la sympathie de ces groupements qui prenaient tout, qui géraient tout, et qui se retrouvaient du jour au lendemain sans ressources. Voilà les guerres que nous avons subies, et on continue à subir aujourd'hui. C'est toujours des guerres économiques, guerre d'appropriation des ressources. Donc il faut savoir vous prémunir par des cadres juridiques cohérents, avec des outils stratégiques pour pouvoir traiter avec ces gens de manière un peu égalitaire. Bon, l'égalité n'est pas toujours parfaite, mais traiter avec connaissance. Et c'est comme un général qui va dans une guerre. Un général avisé ou un guide éclairé qui gagne, qui va de victoire en victoire. Mais s'il gagne, c'est parce qu'il a l'information. Et là, vous êtes journaliste. Si vous n'avez pas l'information est un pouvoir. Vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas gagner une guerre. C'est ça. Alors, l'information provient de quoi? Ça ne provient pas des calculs, des divinités, des esprits, etc. Ça vient des hommes qui connaissent et qui peuvent vous éclairer. Et ça, c'est souvent la situation que nous avons au Congo où on ne recourt pas aux compétences, on a peur des compétences pour éclairer. Mais les compétences se vendent. C'est que les gens doivent savoir, les compétences se vendent. Il n'est pas dit que parce qu'il est compétent, on ne doit pas l'approcher, il risque de prendre notre place, non. Ou parce qu'il a un passé non, les compétences politiquement coloré, non, mais on ne peut pas avoir besoin de lui. Mais le monde a besoin de nous. La preuve, c'est que... Les nations se construisent sur base des idées. Ben ouais, la preuve, c'est que tout ce que j'écris ici, au niveau de l'Afrique, je suis parmi les rares qui ont écrit dans ce domaine-là, et je suis consulté par... J'ai vu votre préfacier le dit, avec beaucoup d'éloges d'ailleurs. Beaucoup d'États africains me consultent, et on donne des conseils, mais ça se perd. Est-ce que chez vous-même, comme même si on dit que le prophète n'est toujours pas le bienvenu chez lui, est-ce que vous vous sentez utilisé? Est-ce que votre cerveau est mis au service de la nation? Depuis un temps, vous avez observé un repli stratégique. Est-ce pour des raisons de recherche ou pour raisons personnelles? Bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais ne fût-ce qu'un mot quand même, professeur. Ça. Écoutez, c'est pour des raisons à la fois sécuritaires et personnelles. Mais moi, je ne me suis pas éclipsé pour rien. Moi, je publie. J'ai fait des publications dans le domaine pour orienter. Donc, je ne me suis pas exclu. Vous contribuez quand même à l'évolution de la société. Oui, je contribue à l'évolution. Et c'est ça le rôle de l'universitaire. Vous êtes scientifique, bientôt vous allez nous rejoindre. Hein. Notre rôle, c'est le service à la communauté. Tout ce qu'on fait en dehors de l'université, c'est des jobs. Parce qu'en fait, notre profession, c'est l'enseignement. Tout à fait. Donc, on est toujours disponible, donc il n'y a pas un problème. Mais sinon, on est là pour... de temps en temps, on est là. Quand on a besoin de nous, on peut servir. Mais si le monde a besoin de nous, on préfère aussi servir le monde parce qu'on est dans cette globalité actuelle. C'est ça. Vous enseignez même à Paris, dans l'une des prestigieuses universités de France et même dans beaucoup d'autres universités africaines comme à Mariangouabi, ici au Congo-Brazzaville, et dans beaucoup de pays aussi. Alors professeur, je voudrais que vous nous aidiez un peu à comprendre, est-ce que
parce que nous parlons des mines, avant que nous abordions le chapitre consacré à la deuxième manche de votre recherche, notamment des hydrocarbures, est-ce que le code minier congolais a apporté quelque chose de nouveau à la problématique sous examen? Bon, lequel code? Parce qu'il y a deux codes. Il y a le code de 2002 et il y a le code de mars 2018. Oui, 2018, celui-là. Je parle de celui-là. Le code de 2002... Celui qui a attiré toutes les foudres au Congo. Oui. Mais le code de 2002 a été élaboré dans un contexte particulier, le contexte de guerre avec tout ce qu'il y avait comme rébellion. Et comme on avait besoin de ressources, ce code-là avait accordé trop d'avantages aux opérateurs miniers. L'État avait pratiquement tout laissé aux opérateurs miniers qui ont eu des avantages exorbitants et qui n'ont pas su contribuer vraiment au développement pour répondre aux besoins du pays. Quelque temps après, il y a eu, à la suite après les accords de Sun-City, on s'est retrouvé dans la transition et puis il y a eu des élections, etc. Mais l'évaluation qui a été faite 10 ans après, on avait constaté que le code n'avait pas apporté grand-chose pour le pays. Voilà pourquoi on a eu l'idée de réformer certaines dispositions de ce code. Une des premières dispositions qu'on avait prises, c'est de renforcer le rôle de l'État en attribuant certaines compétences aux gouvernements provinciaux. Et il y a même ça, il y a quelques critiques que moi je peux émettre. On a transféré des compétences aux ministres provinciaux des mines, etc. Bon, c'est des pouvoirs excessifs. Bon, ça devient un peu, parce qu'il y a des arrêtés qui sortent, ça fait une petite cacophonie par rapport au pouvoir central. Donc il y a des choses à... Deuxième élément, on a apporté quelques innovations en ce qui concerne l'accroissement de certaines taxes et redevances. On a accru certaines taxes et redevances. On a impliqué par exemple la question de la responsabilité sociale des entreprises pour les pousser à respecter certains droits qui sont dus aux travailleurs. On a apporté des innovations en ce qui concerne la clause de stabilité, par exemple, où on a dit, bon, on a ramené finalement, on est parti de 10 ans à 5 ans, ce qui n'a pas été plus, mais on n'a pas déterminé à quelle période on pouvait appliquer cela. Ça, ce sont des éléments qui n'ont pas été pris en compte lorsque le texte était élaboré au niveau des chambres. Et il y avait toujours ces influenceurs qui venaient à travers des parlementaires et tout ça. Et finalement, le texte qui sort, il n'est pas tellement sécurisant. Il y a par exemple une autre innovation importante qui aurait pu rapporter de l'argent, c'est en matière de change. On avait prévu au départ que les sociétés qui exportaient devaient rapatrier au moins 40% des ressources. Ça n'a pas été fait. Maintenant, on a renforcé pour 60%. Alors quand on fait... Mais est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est appliqué? Ça n'a pas été appliqué. Même actuellement? Je n'ai pas d'éléments pour dire si c'est appliqué ou pas, mais ça ne date pas de longtemps. Mais la loi l'oblige. Mais c'est depuis 2018. Et vous savez que la mise en œuvre de ce texte 2018 a posé beaucoup de problèmes avec les multinationales. Donc ce n'est pas encore appliqué. Alors, pour mesurer le dégât qu'il y a eu, je prends seulement des chiffres. Lorsqu'en 1990, la GECAMINE, qui était la société d'État, à l'époque où on avait la pleine propriété donc, de cette entreprise, ça rapportait presque 400 000 tonnes qui rapportaient beaucoup dans les 1,5 milliard de dollars et tout ça. Hein. C'était 400 000 tonnes. Ça appartenait à l'État, donc à travers la GECAMINE, entreprise publique. Aujourd'hui, la GECAMINE est devenue entreprise privée. Parce qu'en fait, c'est une société commerciale avec un seul actionnaire. Société commerciale avec un seul actionnaire qui est l'État. Congolais. Donc, mais l'État placé sur le même pied d'égalité que les entreprises privées. Donc, vous voyez, c'est la réforme de 2018 sur les entreprises, ça a été un échec patent sur les entreprises. Alors, deuxièmement, aujourd'hui, on retrouve, avec tout ce qu'il y a eu comme saucissonnement de la GECAMINE dans plusieurs sociétés, etc., aujourd'hui, nous avons plus d'1 million de tonnes de cuivre, plus d'1 million de tonnes de cuivre, ça rapporte plus de 100 milliards de dollars et plus pour les entreprises, parce que ces ressources qui sont exportées sont la propriété de ces entreprises. Elles ne payent que des
des royalties, etc. Mais l'État n'a pas plus de 10 milliards. C'est un problème. C'est déjà un problème, ça veut dire que ça n'a pas été bien pensé. Et il faut donc redéfinir ces politiques-là pour pouvoir permettre à l'État d'avoir les moyens de contribuer au développement. Alors, parce qu'on est devant un fait accompli quant à ce... si il vous était demandé, si vous étiez conseiller de la République, de proposer une recette pour que l'État retrouve ce qui lui revient. Par où commenceriez-vous? Mais la recette, nous l'avions commencé même déjà vers 2010-2009, en disant qu'il faut renégocier. Et la renégociation, ça relève quand même du pouvoir régalien de l'État. Renégocier quoi? Le contrat minier? Mais il faut renégocier ces contrats miniers. Oui, il faut renégocier tous ces contrats pour équilibrer un certain nombre de rapports. C'est ça. Alors, la difficulté provient du fait que il y a une loi qui a existé. Moi, je dis qui a existé, c'est la loi Bakajika. Ah. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Bon, c'est vrai, et parfois ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, ça veut dire que tout ce qui est produit là relève du pouvoir régalien de l'État. Or, ce n'est pas le cas. Le sol appartient à l'État, mais les substances qui sont enfouies dans ce sol-là, comme c'est un investissement d'un privé qui a rapporté de l'argent, ces substances-là ne sont pas la propriété de l'État, c'est la propriété de l'investisseur. Dès qu'elles sont sorties du sol. Dès qu'elles sont sorties du sol. Et c'est l'investisseur, donc il faut savoir négocier avec l'investisseur pour savoir. Et c'est encore plus patent dans le secteur des hydrocarbures, nous allons y revenir un peu plus loin. Tout à fait. C'est la deuxième partie de notre émission. Mais je reviens un tout petit peu sur oui, la loi Bakajika. Vous en avez dit quelque chose. Si je comprends, en résumé, vous avez dit que c'est une loi obsolète. Oui, elle est obsolète. Pourquoi? Parce qu'en 2002, nous avons, avec le Code de milieu, on a créé ce qu'on appelle les hypothèques minières. Une hypothèque porte sur un bien qui est enfoui dans le sol. C'est en fait ça l'hypothèque. L'hypothèque sur un immeuble. Alors, mais quand on dit qu'on a l'hypothèque minière, ça veut dire que c'est un titre qui permet à l'investisseur qui en détient de pouvoir solliciter le financement à l'extérieur, à la bourse. Parce qu'en fait, les fonds qui sont générés pour exploiter proviennent de la bourse. C'est ainsi que les gens achètent en bourse des permis, et avec ces permis-là, ils viennent pour exploiter le sol. Alors, comme on en a fait en quantité industrielle, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des titres miniers, mais qui vendent à l'extérieur. Quand on vend un titre à l'extérieur, sans l'accord du propriétaire, supposé ou réel de l'État, il y a là un manque à gagner. Or, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des cas pour certains droits qui étaient dus à l'État, notamment dans les contrats avec les Américains qui avaient vendu aux Chinois. Et finalement, ces gens se retrouvent avec des parts exorbitantes par rapport à ce qui a été prévu de faire le 50-50 dans ces partenariats-là avec des investisseurs. Oui, je voudrais répondre très simplement sur cette question de partenariat gagnant-gagnant. Prenons le cas de figure, c'est le contrat sino-congolais qui est aujourd'hui sujet à polémique. Est-ce que pour vous, le gagnant-gagnant est bon ou mauvais? Mais le gagnant-gagnant est bon lorsque vous injectez de l'argent. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle dans la plupart des pays qui détiennent ces ressources, ils ont opté pour un système de partage de production. C'est-à-dire, ça se trouve beaucoup plus en matière des hydrocarbures, on y reviendra. Mais c'est-à-dire que quand vous signez avec l'État, vous prenez des dispositions pour que le profit des multinationales, que ce profit-là soit partagé équitablement avec l'État qui est propriétaire juridique du sol. Et c'est ça qui a été introduit comme une des innovations aussi dans la loi là de 2018. De 2018, de fiscaliser et de taxer les profits des entreprises multinationales. Alors quand vous touchez à cela
les entreprises multinationales, c'est principalement les entreprises, les grandes entreprises américaines, hein, vous connaissez. Oui. Et puis il y a quelques entreprises françaises, italiennes, qui ont toutes ces ressources comme étant leur propriété. Oui, alors professeur, un éclairage scientifique à ce débat politique qui est sur la scène nationale à propos du contrat sino-congolais. Est-ce que les infrastructures qui ont été construites en faveur de, je voulais dire, en marge de ce contrat, sont en deçà des attentes des Congolais, oui ou non? Parce que vous êtes un spécialiste des finances publiques aussi, ayant été président de la Cour des comptes. Est-ce que vous pouvez quand même... Président de la Commission économique financière, oui, à l'Assemblée nationale. Oui. Le contrat sino-congolais, depuis que la loi de 2018 avait été adoptée, est une exception à cette loi-là. C'est une exception qui n'est pas normale. Parce que tout le monde devait se conformer. Le contrat est antérieur quand même. Il est antérieur au code minier. Oui, quand on prend un texte de loi dans le code de 2018, il est question de ramener tout ce qu'il y a eu comme convention à la législation en vigueur. Mais il y en a qui disent que non, on ne peut pas aller dans cette législation-là parce que nous avons signé, c'était un traité ou une convention, ça ne va pas relever de la loi. Ça, c'est déjà une anomalie parce qu'on prend des textes, chaque fois qu'on prend des textes en matière des mines ou des hydrocarbures, dans beaucoup de pays, comme le Gabon, etc., on dit les textes en matière de droit intérieur doivent se conformer à la nouvelle loi. Ce n'est pas le cas. Même ce qui a été fait dans le passé. Mais ce qui a été fait dans le passé, il faut adapter ça, actualiser ça pour se conformer à la loi nouvelle. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait avec pas l'objet de notre émission. Ça n'a pas été fait avec les contrats chinois. Mais les contrats avec les Chinois, c'est un peu complexe. Hein. Ce n'est pas un contrat avec l'État chinois. C'est un contrat avec des entreprises chinoises. Des entreprises chinoises qui étaient parrainées par le gouvernement chinois. Donc ça n'a rien à voir avec le gouvernement chinois. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement chinois. Ça, il faut que les gens le retiennent. Alors, parce que vous avez été président de la Cour des comptes... Non, président du Conseil d'administration de la Banque centrale du Congo et président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, oui, exactement. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez quand même publié un ouvrage, c'est sur ça que je voulais rebondir, Les finances publiques en République démocratique du Congo, la longue croisade pour une gouvernance financière débarrassée des démons de la corruption et du détournement des deniers publics. Professeur, est-ce que vous pouvez réduire les limites de la sous-information de nos téléspectateurs sur le rôle de l'IGF et de la Cour des comptes? L'IGF, comme la Cour des comptes, sont des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. C'est ça, chacun joue son rôle. En réalité, la Cour des comptes, dans le cadre d'un État normal, la Cour des comptes devrait contrôler aussi l'inspection générale des finances. Mais la difficulté au Congo, c'est que la Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale, alors que l'inspection générale des finances de la présidence de la République est rattachée à la présidence de la République. Alors c'est ça, c'est un peu la difficulté, la confusion qu'il y a. Mais les rôles sont tout à fait différents. La Cour des comptes est une juridiction financière, alors que l'inspection générale des finances est un service. D'ailleurs, c'est l'inspecteur chef des services est un service qui est chargé de contrôler administrativement les institutions et les établissements publics ou les établissements privés qui auraient reçu de l'argent ou des subventions de l'État. Tout à fait. Alors, professeur, on va aborder la deuxième de notre émission consacrée aux hydrocarbures. Le temps nous fait pression, mais éclairez-nous quand même. Vous préconisez deux modèles en ce qui concerne le droit minier, un modèle français, américain et français. Est-ce que ma crainte n'est-elle pas légitime lorsque je suppose que ces deux modèles peuvent être porteurs d'états prédatrices du néocolonialisme économique? Parler du néocolonialisme n'est pas exagéré, parce qu'en fait, la plupart des États d'Afrique ont été colonisés par les puissances que vous connaissez.
Alors, ces États ont hérité des législations de ces puissances-là. Par exemple, le Congo, la législation, c'est celle de l'État indépendant du Congo, avec celle de la Belgique, et les autres pays, c'est la France. Or, la France avait colonisé la Belgique jusqu'en 1830, quand la Belgique a eu son indépendance. Les gens ne connaissent pas toutes ces choses-là. Oui, oui. Donc, le droit belge est hérité du droit français. Et nous avons hérité du droit belge. Et donc, nous sommes dans ce qu'on appelle la famille romano-germanique. Par filiation. Par filiation. Donc, c'est différent de la famille anglo-saxonne. Alors, quand vous parlez des modèles en matière des hydrocarbures, il y a donc deux modèles. Il y a le modèle américain. Le modèle américain, il est basé sur l'initiative privée et la propriété privée. La propriété privée avec les droits qui sont attachés. Et c'est le droit d'accession pour les mines et pour les hydrocarbures, c'est pas le droit d'accession attaché à la propriété. Ainsi, le propriétaire a le droit de céder ses droits à un prospecteur contre des avantages à tirer. Et le prospecteur, là, peut, au second rang, céder aussi des droits par affermage, qui est une sorte de contrat pour qu'on puisse procéder au forage. Voilà le principe chez eux. C'est ça. Quand vous rentrez maintenant dans le système franco-belge, là, l'État a le monopole de l'exploitation des hydrocarbures. C'est lui qui accorde des concessions et qui donne des permis d'exploitation. Il y a une différence en France, on dit permis, sauf le permis de recherche. Le permis de recherche, lui, en matière d'hydrocarbures, il faut que ce soit celui-là qui a le permis de recherche qui peut exploiter. Donc, alors, voilà, à partir de ces deux modèles-là, nous avons hérité du modèle où c'est l'État qui doit intervenir, c'est l'État qui oriente. Mais vous voyez qu'on vient de parler des minéraux, là. On a vu que l'État doit orienter, mais l'État, parfois, abandonne une partie de sa souveraineté pour céder au privé. Et donc là, il y a une grande difficulté qui fait que quand les compagnies multinationales viennent, au lieu d'appliquer les règles qui sont dans les codes et tout ça, et ils ont leurs pratiques. Et ce sont ces pratiques-là qu'on doit formaliser pour avoir plus de sécurité et de transparence. Or, là, c'est là où se trouve le grand problème. Les pratiques, le pragmatisme des multinationales vient primer sur les règles formelles. Et c'est pourquoi nous sommes en train de plaider pour qu'on puisse formaliser ça. Et pour le formaliser, il faut avoir la connaissance nécessaire, il faut avoir l'intelligence nécessaire. Pourquoi? Parce que la multiplication des règles nationales et internationales et la judiciarisation de la société, ça crée un climat d'incertitude dont il faut se prémunir par la connaissance. Alors ceux qui savent utiliser le droit à des fins stratégiques peuvent tirer un avantage significatif. Alors que ce soit le cadre, il faut voir aussi les institutions chargées de la gestion de ce secteur. Et c'est ça qui pose problème. D'où l'intérêt, lorsqu'on s'engage dans ce genre de contrat avec les partenaires, il faut toujours faire très attention. Je donne un exemple. Nous avons du pétrole ici au Congo central, non? Oui. C'est exploité par Perenco. Mais normalement, Perenco devrait se conformer à la loi de 2015 sur les hydrocarbures. Mais ils ne se sont pas conformés sur la loi de 2015 parce qu'ils disent qu'il y a eu une convention qui a été signée avec l'État français, donc ils peuvent échapper à ces dispositions-là. Alors, quel est le problème qui se pose là? C'est le problème de connaître les quantités. Quelles sont les quantités qui sont extraites? On ne connaît pas les quantités. Parce que je me rappelle que depuis 1975, on dit, bon, le Congo a, je ne sais pas,
on nous rapporte à peu près 150 millions de dollars sur des quantités qui ont été déterminées depuis l'époque. Mais ces quantités ont déjà augmenté depuis longtemps, mais on continue à payer le même montant. Deuxième problème, nous avons des ressources frontalières. Nous avons des ressources, par exemple dans le lac Édouard, le lac Tanganyika, ce sont des ressources transfrontalières qui font que certaines productions ne sont pas connues de nous. Nous avons même le cas avec notre agresseur éternel, où nous avons le gaz méthane, qui est exploité d'un côté, il n'est pas exploité de l'autre, mais quand on fait, sur le plan technologique, on constate bien qu'on vient même puiser dans la partie qui relève la souveraineté du Congo. Comme les Ougandais qui exploitent dans le lac Albert, ils dépassent parfois. Bon, nous, on n'exploite pas, on nous dit que si on exploite au Congo, ça va contribuer à la dégradation de l'environnement, mais quand on exploite en face, l'environnement reste protégé. Entre guillemets. Donc c'est un peu ça. C'est des choses qu'il faut, d'où l'intérêt de se défendre. Dans ce monde de la mondialisation, on se livre, c'est un champ de bataille où les entreprises se livrent à des guerres atroces et totales. Mais le renoncement est une erreur. Il ne faut pas renoncer. Il faut aller se battre pour faire valoir ses droits, parce que avec les hydrocarbures, c'est la puissance qu'on doit retrouver. Puissance économique, puissance politique, même puissance sur le plan social. Professeur, merci beaucoup de m'introduire déjà dans la deuxième partie de l'émission, consacrée même à la deuxième partie de votre ouvrage sur les droits des hydrocarbures. Vous avez évoqué la législation de 2015 dans le secteur, et vous, en 2022, vous publiez cet ouvrage où vous parlez effectivement de la nécessité de l'encadrement juridique des hydrocarbures en Afrique centrale, particulièrement en RDC, au regard des dernières réformes. Quelle est la nouveauté en fait que vous apportez par rapport à ce qui s'est passé auparavant, avant bien entendu cet écrit? Bon, la nouveauté, c'est en termes d'appréhension des problèmes liés à la gestion des hydrocarbures. Vous savez, les enjeux des hydrocarbures, il y a l'enjeu économique. Toute l'industrie a besoin du pétrole. Ça, c'est un enjeu économique très important. Plus on détient cette manne-là, plus on devient puissant. Nous avons le cas en Afrique avec le Nigeria. Nous avons le Niger, l'Afrique noire. Nous avons le Congo-Brazzaville à côté. L'Angola. Le Congo-Brazzaville. Qui ont du pétrole. Ensuite, nous avons sur le plan politique le fait d'avoir du pétrole, de maîtriser cette ressource-là. Ça fait que vous allez être un peu indépendant des contrôles qu'exerceraient les étrangers sur vous. C'est quelque chose de très, très important sur le plan sécuritaire. Vous parlez d'un secteur stratégique. Oui, c'est un secteur stratégique. Alors, mais si vous n'avez pas cette maîtrise-là, on va vous manipuler. Et le fait qu'on dise, par exemple, non, n'exploitez pas dans tel coin parce que ça va contribuer à la dégradation, c'est une manière de vous ramener à une situation où vous ne pouvez pas jouer votre rôle et avoir le rang qui vous revient au niveau du continent. Par exemple, pour le Congo, quand on dit au Congo, non, vous n'allez pas exploiter le pétrole, on ne peut pas vendre ça, etc. Bon. On donne des raisons liées à l'environnement, mais en ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose, parce que vous avez des États voisins qui exploitent. Et nous, vous nous dites de ne pas exploiter. Alors on peut illustrer, professeur, avec votre permission et la bénédiction du public, cette partie de notre émission avec la dernière visite d'un officiel américain qui est venu voir le président de la République lorsqu'on a annoncé la mise en vente des blocs pétroliers. Visiblement, il y avait une dictée qui devait être faite, mais qui a été stoppée net. Comment analysez-vous cette situation? Parce que ça rentre dans ce que vous veniez de dire précédemment. Oui, dans ce que je viens de dire, et puis ça participe à une situation globalisante dans le cadre de la guerre économique. Dans le cadre de la guerre économique et
des velléités de tous les États qui nous entourent. Parce qu'en réalité, quand on refuse au Congo de faire ça, c'est parce qu'on veut laisser le Congo dans la situation où le pays reste un pays fragile. Si vous n'avez pas la puissance économique, vous n'allez pas vous imposer sur le plan même de la sécurité de votre pays. Hein. C'est ça. Donc c'est un peu un complot, entre guillemets, un complot international, mais il faut savoir contourner ce complot-là. Oui. Et c'est en ce sens-là. En quoi faisant? Mais en faisant ce que le président Tshisekedi est en train de faire, hein, cette diplomatie de couloir et une diplomatie de proximité, parce qu'il faut aller négocier avec les gens qui sont derrière les agresseurs. Les agresseurs. Tout à fait. Les agresseurs apparents. Mais il y a des agresseurs réels. Et les agresseurs réels, ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Ils sont sans tête. Quand on parle des multinationales, oui. mais ce sont des monstres. Comment vous allez déterminer qui gère la multinationale? Parce que la multinationale peut avoir un siège administratif aux États-Unis, un siège social en Australie, mais qui gère ce sont des financiers qui gèrent ça. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas vous attaquer directement comme ça aux multinationales. Les États n'ont même pas, la puissance nécessaire pour influencer les politiques des multinationales, parce que ce sont les multinationales qui influencent les politiques des États. C'est ça. Donc vous voyez qu'il faut jouer sur plusieurs fronts, jouer sur le plan de la diplomatie pour faire comprendre aux gens que les ressources que vous voulez avoir, vous pouvez les avoir directement en traitant avec nous, dans des conditions permettant de développer le pays. Et ça, les gens sont sensibles, au lieu de passer par des intermédiaires. Tout ça, ça participe de ce complot-là. Est-ce que je vous dis que c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai toujours dénoncé tout ce qui est comme accord. Moi, je suis très heureux d'apprendre que le président Tshisekedi, par exemple, il demande à ce qu'on puisse suspendre tous ces accords qui ont été signés. Avec non, des accords même au niveau régional. Vous voyez tout ce qu'on fait avec l'accord de paix d'Addis Abeba. On a signé ces histoires-là, mais c'était de grosses erreurs. Parce qu'en fait, c'était le traité de Berlin bis. Hein. Parce que quand vous regardez le contenu de l'accord de Lusaka, et de l'accord d'Addis Abeba, le tout récent, pour résoudre les problèmes de sécurité au niveau des pays des Grands Lacs. Mais on vous parle de qu'est-ce qu'il y a comme cause. Il y a des causes identitaires, il y a des causes liées à la gestion foncière, aux ressources naturelles, à la décentralisation, etc. Est-ce que ça peut être traité à un niveau régional? Ça, ce sont des problèmes internes. Ça ne devait pas être traité. On retrouve ça quand on vous dit on n'a pas respecté les engagements. Mais il faut aller lire l'accord là, d'Addis Abeba. Vous allez voir que nous avons été piégés. On n'a pas su, au départ, comprendre que c'est par là que certaines personnes veulent tout faire pour avoir des ressources au Congo et exiger du Congo de partager ces ressources. Ça, on n'a pas compris. Plus d'autres accords qui sont venus, ont signé. Tout ce qu'on signait là même avec CNDP, M23 à l'époque. Ou actuellement. Voilà, on va se partager, il faut aller dans les administrations. Mais les infiltrations, ce n'est pas seulement au niveau des institutions. Les infiltrations, ça a été dans notre constitution elle-même. C'est ça. Ça crée un problème qui fait que pour retrouver la souveraineté, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Et c'est par la cohésion et l'unité, le patriotisme que nous pouvons sortir de ces pièges. Professeur, une analyse en tant que scientifique, mais aussi en tant que politique. Je vous ai lu avec bonheur dans ces belles pages. Vous démontrez comment nos richesses naturelles nous attirent à la fois des malheurs et des malédictions. Comment expliquez-vous que, pour la plupart des cas, les puissances occidentales obtiennent la signature de certains accords au niveau de l'Afrique tout entière ou du tiers-monde dans un contexte d'insécurité où un État X ou Y est en position un tout petit peu inconfortable?
Est-ce que c'est une stratégie de prédation, de mettre les gens dans une situation qui leur permette oui. Mais je vous ai dit au départ, dans le cadre de la compétition concurrentielle, tous les moyens sont permis pour atteindre un résultat. C'est la raison pour laquelle on utilise justement les périodes d'instabilité, d'incertitude, pour imposer un certain nombre de règles de jeu. Quand je prends le cas du Code de 2002, le Code de 2002 a été élaboré dans le contexte où il y avait un désinvestissement total. Il y avait des investissements, il n'y avait pas de ressources, on sortait de la guerre. Ils ont dit, bon, on vous amène de l'argent, mais voici les conditions que nous posons, il faut modifier vos lois. C'est ce qui a été fait. Deuxième élément, vous voyez que beaucoup d'investisseurs viennent maintenant au Congo et tout ça. Pourquoi? Parce que le Congo... Il se précipite, en fait. Il se précipite, vous voyez, parce que chacun doit retrouver son compte. Le Congo détenant les... Même l'Europe est revenue. Mais l'Europe est revenue parce que c'est l'Europe qui avait décidé de se séparer de l'Afrique. L'Europe se retrouve parce que l'Europe voulait s'orienter vers l'Est. Alors, ils ont préféré partir en disant, les Africains, vous restez, nous partons parce qu'ils ont invoqué la démocratie, absence de démocratie et tout ça, ils sont partis. C'est quand ils constatent qu'ils ont des problèmes maintenant. Et que la Chine est venue. Et que la Chine est revenue. Mais moi, dans beaucoup de conférences avec des politiques européens, moi je leur dis clairement que mais vous reprochez aux Africains d'avoir embrassé les Chinois et tout ça. Mais les Chinois ont de l'argent. Vous n'avez pas voulu donner de l'argent aux Africains. Et les Africains veulent se développer. C'est pourquoi ils arrivent à signer des contrats léonins avec les Chinois, qui ne sont pas aussi des saints en matière de recherche des marchés. Hein. C'est ça. Donc, on profite toujours des situations comme ça pour imposer, mais il faut savoir jongler avec eux pour leur faire comprendre l'intérêt qu'il y a à permettre au pays de retrouver la croissance économique et de répondre aux besoins des populations. Et c'est ça le plus important qu'on doit rechercher lorsque on est en politique. Ok, professeur, on va terminer notre émission dans 2 minutes. Vous avez le temps pour faire vos recommandations aux instances dirigeantes de notre pays en ce qui concerne les mines et les hydrocarbures. Bon, en ce qui concerne les mines et les hydrocarbures, c'est que il faut repenser les politiques. Il faut avoir le courage de repenser les politiques et de repenser les stratégies. Qu'est-ce qui est visé? C'est de permettre au pays de retrouver un niveau de croissance permettant de renverser la tendance actuelle à la déperdition et à l'aggravation de la pauvreté. Il n'est pas normal qu'un pays qui détient autant de ressources naturelles, minières, pétrolières, agricoles, soit dans les conditions que vous connaissez. Donc il faut avoir ce courage-là de repenser par un dialogue, pas le dialogue de politiciens du Congo, mais un dialogue avec les investisseurs qui viennent pour que ces derniers respectent d'abord les lois du pays et qu'il y ait un contrôle régulier et une évaluation de ce qu'ils font comme activité dans l'intérêt à la fois de l'État, mais aussi dans leurs propres intérêts, parce qu'ils ont eu plus d'intérêts qu'il ne faut depuis que le Congo existe. Merci beaucoup, professeur Grégoire Bakandéja Wampungu. Je rappelle que vous étiez notre invité de cette émission, invité de la 3, que vous allez suivre sur plusieurs chaînes partenaires, mais aussi sur la télévision nationale congolaise. Droits miniers et des hydrocarbures en Afrique centrale à l'aune des dernières réformes, relance d'un secteur stratégique et développement durable en République démocratique du Congo. C'est un ouvrage paru en 2022. Donc, professeur, est-ce que les gens peuvent l'obtenir pour ceux qui nous suivent? Les gens peuvent l'obtenir auprès de l'éditeur. La plupart de ces ouvrages peuvent être commandés en ligne. Mais quelques exemplaires... Vous avez un stock, les gens peuvent vous contacter à partir du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. J'ai quelques exemplaires, une cinquantaine que j'ai encore amené. Merci beaucoup. C'est possible. Merci beaucoup, professeur Grégoire Bakandéja. Merci d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions par rapport à ce précieux ouvrage que je considère comme une mine d'or qui contient beaucoup d'informations sur le secteur minier et des hydrocarbures
en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, nous vous disons très sincèrement merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous très bien en compagnie des différents programmes de la télévision qui vous permet de suivre cette émission et amenez-y vos publicités. D'ici là, portez-vous bien encore une fois. Merci, au revoir. Ok. Merci beaucoup.